Alors bonjour et bienvenue aux rencontres du Festival de la librairie Un Point un Trait, une émission de la librairie en partenariat avec Radio Lodève. De Pierre Léoni des éditions Clair de Lune à François Cortegiani, en croisant Pierre Christin ou Éric Corbéran, ils sont quelques-uns de vos étapes d'ascension à la bande dessinée. Vous avez dessiné Ultimate Agency de François Cortegiani, Orwell du scénario de Pierre Christin et maintenant Larzac, histoire d'une résistance paysanne, paru en mars 2024 chez Dargaud sur un scénario de Pierre-Marie Terral. Sébastien Verdier, bonjour. Bonjour à tout le monde. Si le Larzac est encore aujourd'hui un symbole de résistance, de mobilisation, le chercheur Philippe Artière dit dans son ouvrage « Le peuple du Larzac », qui commence fin de l'âge de bronze et s'arrête juste avant que ne commence votre album, il dit donc que faire l'histoire du Larzac, c'est bouleverser les chronologies, modifier l'ordre de la galerie de portraits et prendre en compte d'autres acteurs. Bref, faire un pas de côté. Votre album fait le pas de côté temporel en reprenant plus de 40 ans après la fin du projet d'extension toute la chronologie de la lutte. D'où vous est venue cette envie de dessiner l'histoire de cette lutte, cette zone à défendre? Moi, je n'avais aucune envie spéciale de dessiner ça. C'est Pierre-Marie qui m'a contacté. Alors, il est professeur d'histoire. Il avait fait, au terme de ses études d'histoire, il avait fait sa thèse sur la lutte du Larzac. Il est de Millau. Donc, il me semble qu'il était lycéen au moment où José Bové démontait le McDo. Donc, évidemment, avec tous ses potes de lycée, c'était une bonne occasion d'aller manifester joyeusement, de faire quelque chose d'intéressant. Donc, manger un burger. Voilà, exactement. Donc, c'est là qu'il a, je pense, il a été au contact de tous les gens de la Confédération paysanne. Alors, je sais pas si à cette époque-là, il voulait faire des études d'histoire, mais bon, le fait est qu'après, il est parti étudier l'histoire et tout naturellement, comme il avait gardé les contacts, il avait des témoignages de première main à porter pour pouvoir faire sa thèse. Je pense qu'il a interrogé plus d'une centaine de personnes. Donc voilà, ça c'était son travail d'étudiant. Et et puis par la suite, à mon avis, il se disait quand même il avait lu Orwell, je crois, et il voyait bien qu'il y avait un intérêt à faire de la bande dessinée sur des sujets qui vont pas forcément intéresser le grand public, mais que par la bande dessinée on pouvait le toucher. Et plutôt que d'avoir son livre uniquement qui était sûrement lu que par des professeurs d'universitaires, et il voulait élargir ce lectorat. Et voilà, il a commencé à travailler sur une adaptation de sa thèse en bande dessinée. Donc, ce qui nécessitait de recréer des scènes de dialogue entre les différents protagonistes. Et il me l'a proposé par la suite. Et voilà, c'est parti comme ça. Et comment s'est construite l'histoire avec Pierre-Marie pour que justement l'écriture et le découpage des planches pour cet album, comment vous avez fait pour rythmer? Est-ce que c'est vraiment un travail conjoint ou comment ça s'est mis en place? Non, c'est pas. Lui, il a fait le scénario de son côté. Il a travaillé en entier le scénario. Et après, voilà, moi, il m'a passé ça. J'ai travaillé dessus. Évidemment, je lui soumettais de temps en temps le découpage pour voir si ça collait un peu avec ce qu'il imaginait, si je faisais pas des erreurs ou si il n'y avait pas des contresens dans la façon dont je présentais les choses. Mais en fait, c'est pas un travail en commun, c'est vraiment chacun sa partie. Puis après, il y a aussi l'éditeur qui rentre en ligne de compte, parce que lui aussi, il a son mot à dire quand il voit ce qu'on a fait. Il peut nous demander de faire des changements, ainsi de suite, quoi. Du coup, votre interprétation du scénario proposé par Pierre-Marie Terral, comment avez-vous travaillé pour rendre l'idée du collectif? Parce que même si l'histoire boucle autour de Élie et Jeanne Jonquet, vous avez retranscrit ce combat qui est très particulier, et comment vous l'avez rendu ou interprété sur votre dessin? Oui, alors ça c'est vrai que c'est pas évident, mais je pense que ça se fait tout naturellement parce qu'en fait on comprend ce phénomène d'agrégation de plein de gens, et ce collectif qui se crée petit à petit. Il se fait aussi au fil de l'histoire. Effectivement, le début de l'album d'ailleurs, c'est plutôt une présentation des premières personnes concernées. Tu parles de Élie et Jeanne Jonquet. On voit aussi Guitarier avec son épouse Marisette. On voit les Burguières. On voit un peu les premiers qui sont impactés par cette déclaration de Debré quand il dit qu'il veut agrandir le camp.
et on a l'impression, voilà, on a le sentiment qu'ils sont assez isolés. Et on voit que déjà, il y a les Jonquet qui évoquent le fait que peut-être les néo-installés comme les Tarliers, qui sont pas des gens qui sont là depuis des générations, donc peut-être ils ont une autre façon de pouvoir parler, de pouvoir peut-être se défendre, ils se disent que peut-être ils peuvent aller vers eux, commencer à se rencontrer. Je pense qu'on comprend, dans la façon dont est construite l'album, comment petit à petit, des gens se rassemblent, et voilà, et puis après, on finit effectivement par voir les grands les premières manifestations où il y a énormément de monde. Déjà à Rodez, même si c'était assez peu de temps après l'annonce, je crois que c'était au mois de juillet, donc c'était un peu plus de 6 mois après, il y avait déjà quand même 15 000 personnes. Donc voilà, petit à petit, on voit qu'on part de quelques individus qui veulent se défendre, qui ne savent pas comment, et que y a un collectif se crée. C'est d'abord local, qui ensuite des solidarités qui se développent dans plein de villes, de gens qui en entendent parler, qui créent des comités, qui réfléchissent à des actions à pouvoir à mener. Et puis voilà, on atterrit après, il y a les grands rassemblements sur le plateau du Larzac. Voilà, qui font l'histoire, quoi. Ouais. Alors dans Orwell ou Larzac, vous restez sur une technique graphique privilégiant le trait et l'absence de couleur, contrairement à Ultimate Agency. Pourquoi ces choix? En quoi le fait d'utiliser le noir fait-il sens avec un ouvrage comme Larzac? Orwell, c'est Christin qui voulait qu'il soit en noir et blanc, l'album, parce que voilà, il avait réfléchi, lui, il voulait faire une bio de Orwell en intégrant, en incorporant des extraits de ses principaux ouvrages. Et donc lui, il voulait, pour qu'on fasse bien la distinction entre les deux types de récits, que quand c'est lui qui raconte l'histoire d'Orwell, ce soit en noir et blanc, et dès qu'on a un extrait d'Orwell, que ce soit La ferme des animaux, 1984, il y a une illustration d'un dessinateur différent et qu'elle soit en couleur. Voilà. Après, dans les parties en noir et blanc, il y a des fois quelques ajouts de couleurs quand ça peut faire un peu sens, quand c'est symbolique. Mais bon, voilà, en tout cas pour le noir et blanc de l'album Orwell, ça c'était une volonté de Christin. Et Larzac, il n'y avait pas spécialement une volonté de le faire en noir et blanc au départ. Ça devait être en couleur, mais ça aurait pu être en couleur. Il y a eu des essais faits par des coloristes. Et voilà, personne n'était trop convaincu par le rendu. Donc finalement, l'éditeur s'est dit, bon, Orwell est en noir et blanc, celui-là on peut très bien laisser en noir et blanc. Surtout qu'après, quand on a vu qu'on allait mettre des images d'archives, des photos, et que, même si elles allaient être retravaillées par le graphiste qui aurait du sépia, ça restait quand même dans des tonalités noir et blanc, quoi. Enfin voilà. Donc c'était peut-être mieux que les planches elles aussi soient, pour que ce soit plus raccord, que ça reste en noir et blanc. Puis ça a un côté un peu comme quand on feuillette des vieux journaux, des choses comme ça. Intemporel. Ouais, ça permet de faire déjà le saut dans le temps. Donc voilà, mais c'est le hasard un peu. C'était pas réfléchi à la base. Cette bande dessinée, véritable témoignage de l'ambiance à l'ambiance de documentaire, dont le récit est complété par des extraits de coupures de presse, parfois l'introduction de tracts d'époque à l'histoire, parce qu'il y a même des photos, donc du coup, qui sont intégrées en pleine page. Quel a été le travail de documentation pour pouvoir intégrer ces éléments? Est-ce que ça vous était fourni? Est-ce que ça a été un travail que vous avez cherché pour pouvoir mettre en cohérence l'ensemble? Un peu des deux. Il y a l'APAL, qui est l'association pour la protection du Larzac, qui a un fonds d'archives avec toutes les affiches qui ont pu être faites par les différents dessinateurs, des photos, des articles de journaux, tous les petits fanions qui avaient été faits des fois, enfin les petits tracts, les autocollants. Donc tout ça c'est conservé. Donc Pierre-Marie est par l'entremise de son père qui est assez impliqué dans tous ces trucs-là. Le père de Pierre-Marie a par exemple répertorié toutes les pierres de la bergerie, de la Blaquière, parce qu'il y a des pierres qui sont gravées avec des noms, avec des voilà. Donc j'ai eu des photos fournies par le père de Pierre-Marie. J'ai aussi fait sur internet aussi, j'ai fait une recherche basiquement et aussi voilà, et on trouve énormément de documentation. Parce qu'il y a beaucoup de personnages qui sont connus, qui ont vraiment participé à ça, donc il y a vraiment la reproduction, l'identité. Il y a eu plein de photographes qui sont venus tout au long des 10 années. Il y a eu énormément de photographes. Oui. Je crois qu'il y a William Klein qui est venu faire un reportage photo. Il n'y a pas longtemps, il y a un photographe qui s'appelle Yann Morvan, qui je crois est plutôt photographe de guerre aujourd'hui, qui avait fait il y a un livre qui est sorti avec ses photos, qui avait fait pareil, tout un reportage. Alors lui, il était sur la marche vers Paris en 1980, je crois. Enfin, il y a tout au long des 10 années, il y a énormément de photographes. Alors après, c'est des photos qu'on voit pas forcément, qui n'ont pas forcément été publiées.
Mais voilà, ils sont dans les archives de la Palle, par exemple, ou des fois, ils se retrouvent même sur Internet, parce qu'il y a des journaux qui s'en sont servis pour illustrer leurs articles. Donc, l'iconographie, elle est vraiment vaste sur le Larzac. Ouais. Et du coup, pour vous en inspirer, ça a été un travail de tri, de documentation. Comment ça s'est construit dans la narration pour que les intégrer, les reconnaître? En premier, je pense que il me semble que je passe une grosse phase du travail à d'abord récupérer plein de photos avant de commencer à dessiner. Peut-être même, c'est au moment où je fais le découpage, en fait. Je fais en même temps la documentation, parce que des fois, de voir certaines images, ça donne des idées de dessins à faire. J'amasse les photos à ce moment-là. Je regarde aussi pas mal de films. Il y avait eu pas mal de petits reportages pour les actualités régionales, même nationales, qui étaient faites sur Larzac. Donc pareil, j'ai regardé pas mal de trucs sur le site de l'INA. Et une fois que j'ai tout ça, je fais un peu le tri, et puis là je commence à faire je finalise, je commence à faire les dessins, quoi. Et ce travail d'ensemble, c'est-à-dire à partir du moment où Pierre-Marie Terral vous a sollicité pour pouvoir faire la bande dessinée, et au moment où elle est parue, quel était le temps de travail? Alors je crois qu'on s'est rencontrés, ça devait être 2020. Et je pense que j'ai dû terminer fin 2023 ou début 2024 dans ces eaux-là. Donc ça, voilà. Entre-temps, des fois, je faisais autre chose, mais en gros, quand même, ça a pris 3-4 ans, ouais. Ouais. C'est un long travail, ça a été d'archives, de dessins, c'est vraiment que du travail de planche, ou c'était aussi la collecte d'informations? Ouais, tout, aller sur le plateau, collecter les photos, faire le découpage, faire les dessins, et puis l'ancrage aussi, ça comprend tout ça, ça comprend tout ça. Donc pendant ce travail-là, vous avez eu le temps d'en faire d'autres. Orwell est sorti avant celui-ci. Est-ce que c'était aussi un long travail? Non, ce que j'ai fait dans le même temps, je crois que j'ai fait des illustrations pour une édition de 84 au Brésil. Mais bon, c'était quelques dessins, voilà. Mais j'ai pas fait d'autres bandes dessinées. Ça aurait pas été possible de faire en même temps autre chose. Ouais. C'est trop prenant, mais faire quelques dessins pour autre chose, oui. Est-ce que dans le cadre, pour faire le lien entre les événements, il y a des parties où vous avez entièrement reconstitué sans être inspiré de personnages, de faits? Est-ce qu'il y a vraiment eu des moments de transition construits? Au niveau des personnages, il y a quelques personnages fictifs des fois qui pour certaines scènes permettent de faire comprendre ce qui se passait. C'est notamment des personnages de Parisiens qui font les allers-retours et qui vont dans les réunions un peu à la Jasse du Larzac. Il y a quelques personnages qui sont inventés effectivement, mais quand même pour la grosse majorité des personnes qu'on voit dans le livre, c'est pour la plupart des personnes existantes quand même. Ouais. Alors, page 152, là vous représentez l'occupation par 40 adultes et 30 enfants du Champ de Mars. C'était en novembre 80. Le texte parfois dur, clochard, bouseux, quand les personnages croisent et décrivent les paysans qui sont sur place et qui squattent, et parfois avec un peu d'humour, vient en contrepoint parfois au dessin, qui est très réaliste. Comment le texte et l'image se font écho? Parce qu'il y a le fait que par exemple ces bourgeois du 16e là, qui soient très très méprisants. Ouais, enfin ce qui est rigolo, c'est qu'après ils sont les premiers à venir leur apporter des couvertures, parce que et je pense c'est pas évident forcément de rendre ça en dessin, mais toute la BD tend à montrer quand même que ce qui a fait la force des paysans du Larzac, c'est une forme de dignité, de sentiments qui sont dans leur bon droit dans cette défense de leur terre. Et alors dans les dessins, je sais pas si ça passe, mais eux, quand ils voient des paysans, des clochards, moi je vois des gens qui sont droits, qui mènent une action qui est pas facile à mener, parce que c'est des gens qui par ailleurs avaient une vie de famille, et je pense que pour beaucoup ça a dû être pendant 10 ans pas évident à mener de front, et la vie de famille et le travail, parce que c'est des gens qui travaillaient aussi, et en plus de faire ça, donc c'est quand même des gens qui ont développé une énergie folle pour poursuivre leur combat. Donc moi je pense qu'on voit ça, et ce qui peut expliquer que par la suite même eux se rendent compte, ces gens-là peuvent se rendre compte de ça, puisqu'ils sont les premiers à leur apporter des couvertures pour les aider à passer la nuit, puisqu'on est en plein mois de décembre, quoi. Donc le contrepoint il peut se faire à ce moment-là entre leurs propos et l'image qu'on peut avoir des paysans, quoi. Voilà. Alors, de façon très didactique, vous construisez avec précision et clarté la progression des événements. Quelle était pour vous, comme pour Pierre-Marie Terral, j'imagine, l'importance de remettre cette lutte au goût du jour?
Parce que ça sort maintenant, 40 ans après, quoi. Bon, il y avait le côté anniversaire de la fin de la lutte. Il y a aussi une génération qui passe. Alors, je pense que pour Pierre-Marie qui a connu tous ces gens, il y a quelques personnes qui sont décédées. Ça lui tenait quand même à cœur de produire un album, qui puisse voir que leur histoire est racontée. Même si peut rentrer dans un format qui est habituellement un format plutôt pour des ouvrages de fiction. Donc il y a cet aspect de transmission. D'ailleurs en dédicace souvent il y a des gens qui viennent en disant qu'ils veulent l'offrir à leurs enfants, quoi, pour qui ont connu cette lutte et qui veulent l'offrir parce que c'est une façon de pouvoir ils se disent qu'ils vont pouvoir l'appréhender, la comprendre et l'apprendre, quoi. Donc je pense que c'est la motivation première, c'est ça, quoi. C'est la transmission de cette lutte qui même si dans les conscients collectifs ça résonne, les gens, tout le monde a entendu parler de la lutte de Larzac, mais tout le monde ne sait pas forcément ce qui s'est passé. Et je pense que de savoir ce qui s'est passé, ça donne un éclairage nouveau sur cette lutte, parce que c'est une lutte pendant laquelle il y a eu énormément de moyens d'action qui ont été expérimentés, qui avaient déjà existé, mais qui là ont été expérimentés avec succès. Donc c'est ce qu'on soupçonne pas quand on a juste cette image de lutte de Larzac. Beaucoup de gens s'imaginent, ils voient des chevelus qui viennent défendre des paysans et ils voient des brebis sur Larzac, mais voilà, ils n'imaginent pas qu'il y a eu des marches, qu'il y a eu des moutons sous la Tour Eiffel, et puis qu'il y a eu aussi énormément de créativité artistique. Il y avait plein d'affichistes qui faisaient il y a beaucoup de dessins, beaucoup de BD. Voilà, donc c'est intéressant de montrer ça, quoi. Ça a été, et puis même en termes de solutions, il y a des aspects juridiques qui ont été construits pour pouvoir préserver en fait et soutenir la lutte. Face à l'extension du temps. Le fait d'avoir créé la Société civile des terres de Larzac, qui une forme de collectivisation des terres dont le bail a été renouvelé il n'y a pas si longtemps. Voilà, jusqu'en 2084. Ça, c'était aussi important de le montrer, parce que je crois que c'est le seul qui existe en France. Alors que c'était une solution qui avait été proposée à Notre-Dame-des-Landes, je pense, ils auraient voulu faire ça. Peut-être que le fait que justement ce genre de choses ne soit pas tellement connu du grand public fait que il n'y a pas eu, les gens ne se sont pas dit, ah oui, ça pourrait être une solution pour Notre-Dame-des-Landes, mais aujourd'hui, je sais pas, j'ai entendu il n'y a pas longtemps que, par exemple, les scopes, c'était en augmentation en France, et c'est un modèle d'entreprise qui est intéressant quand même, mais pour les gens qui en ont jamais entendu parler, ils n'auraient pas idée qu'on puisse faire ça dans leur propre entreprise, par exemple. Mais plus on en entend parler, plus ça peut se développer. Possible, quoi. Donc, si on avait plus parlé de la collectivisation à la Larzac, peut-être qu'à Notre-Dame-des-Landes, il y aurait des gens qui disaient, mais il faut faire ça, quoi. Mais voilà. Non, ça fait. Et de quoi ce moment de lutte fait-il juste encore écho à l'actualité? On parle de Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que c'est aussi une façon de prouver que des luttes peuvent aboutir avec des solutions pas forcément connues, comme vous venez de le dire? Ouais. Il y a un côté exemplaire, dans la lutte du Larzac. Je pense que ce qui est l'ingrédient le plus important qui a permis une solution heureuse, c'est la non-violence quand même. Et qu'aujourd'hui c'est assez rare des luttes où il y a pas de violence, donc ça c'est une première chose. Et je pense aussi c'est là où c'est exemplaire, ça montre que pour pouvoir gagner, faut avoir la société avec soi, en fait, faut avoir l'opinion avec soi. Et pour ça demande un travail de longue haleine, alors, la non-violence permet, je pense, de rallier les gens à soi, parce que on voit bien dans les actualités, c'est très facile de décrédibiliser. Aujourd'hui, les écologistes qui font des actions, c'est très vite, on va dire que c'est des éco-terroristes. C'est facile à faire, parce qu'il suffit de pouvoir montrer chaque fois qu'il y a une manif, il y a de la violence qui suit, et ils sont décrédibilisés, et l'opinion suit pas. Et donc, je pense que ça permet de montrer que des solutions sont possibles et des modèles existent. Il faut rallier l'opinion à soi. C'est pour ça qu'il y avait énormément de ce côté de faire des bandes dessinées, ça semble un peu anodin, des bandes dessinées, des affiches, tout ça, mais le fait parce qu'il y en avait beaucoup qui se moquaient de l'armée, du gouvernement, mais le fait de rallier à soi tous les gens qui aiment bien se marrer, on se fait des alliés, quoi. Voilà, donc je pense que ça montre qu'il faut essayer d'aller vers ça. Dans les luttes, il y a toujours l'aspect quand on a un combat à mener, du sens du combat qu'on mène. Et il y a un côté communication aussi. Il faut savoir communiquer les idées qu'on veut porter, quoi. Pour revenir proprement à votre métier, c'est-à-dire comment travaillez-vous? Est-ce que c'est au crayon, au pinceau, à la palette, à l'ordi? Là, c'était au crayon, tout simplement. Crayon, papier, crayon, ouais. Là, le Orwell, c'était pinceau, encre de Chine.
Mais c'était un peu trop fastidieux quand même. Donc là, sur celui-là, j'ai utilisé des crayons de feutre, voilà, tout simplement. Voilà. Donc sur des planches au format ou plus grand, 3. classique. Format 3, ouais. Format 3, c'est 42 sur 29,7. Voilà. 2 à 4. Voilà. Exactement. Ouais. Donc toujours, je dirais presque une technique à l'ancienne. Exactement. Mais je suis relativement ancien. Et pour les ancrages, pareil. Des crayons feutres. Des crayons feutres, uniquement. Sébastien Verdier, merci pour. Merci beaucoup. Pour vos réponses. Merci à Radio La Nef pour la diffusion de cette rencontre et tout particulièrement à Anne pour la technique. Merci à Nathan pour les prises de vue, le montage et la mise en ligne des rencontres de la librairie que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.1.trait.fr. Merci et à bientôt. Merci Stéphane. Merci beaucoup.